cinéma a toujours eu un lien particulier avec le rêve. Dans les deux, il n'y a pas de logique. Le temps et l'espace n'ont pas une obligation de cohérence. Chaque film est un rêve. Et c'est encore plus parlant pour les films traitant directement du sujet. Les films de rêve sont quasiment un sous-genre du cinéma. Il existe des films d'action basés sur le rêve, des mélodrames, ou des films qui font quasiment office d'essais philosophiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à une comédie romantique, où le souvenir et le rêve ont une part primordiale. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind pour comprendre comment mettre en scène notre subconscient. Dans le film, nous plongeons dans le subconscient de Joel Barish alors qu'une société est en train d'effacer ses souvenirs de la relation amoureuse qu'il a eue avec Clémentine. Le film mélange donc souvenir et rêve. Souvenir car les situations ont été vécues, mais rêve parce qu'elles sont la projection de son subconscient, et donc elles ne sont pas réellement la réalité. Michel Gondry, le réalisateur, va faire preuve d'énormément d'inventivité pour mettre en image cette exploration du subconscient. Au départ, un rêve ou un souvenir, c'est souvent brumeux, et c'est par cette idée que Gondry va commencer la représentation des rêves ou des souvenirs. Les premières images sont donc des images où tout est flou, sauf le personnage de Joel. Et nous voyons d'ailleurs des images que nous avons vues précédemment dans le film, mais ce coup-ci, c'est globalement flou, signe du décalage entre le présent et un souvenir. Et Gondry ira encore un peu plus loin avec cette séquence de dispute. Dans cette séquence, le flou intervient au moment où Joel a honte de ce qu'il vient de dire. Le flou qui entoure Joel représente donc deux choses. Premièrement, le fait qu'il n'ait pas nécessairement envie de se souvenir de ça, et donc que son souvenir est brumeux. Mais ce flou représente évidemment aussi Joel qui se referme sur lui-même au cours de la séquence, s'isolant donc des autres, et donc floutant les autres. C'est ce qu'on appelle faire une pierre deux coups. Bravo Michel. Ensuite, les souvenirs les plus récents du film ne sont pas vécus, mais observés. Observés à la troisième personne. Ceci est là pour signifier que Joel commence à prendre conscience qu'il rêve. Et ses souvenirs sont tellement frais qu'il est capable de les explorer de l'extérieur. Mais cela ne dure pas très longtemps et finalement tout va se mélanger. La journée qu'il vient de vivre va se condenser, et finalement l'ensemble de cette journée va disparaître pour ne garder que le cœur. Le cœur, ce sont ces objets qui rappellent la relation qu'il a eue avec Clémentine. Car c'est donc la relation qu'il a eue avec Clémentine qui va être notre fil rouge pour explorer le subconscient de Joel. Nous allons remonter sa relation amoureuse de la fin jusqu'au début, à travers ses souvenirs. Comme je disais, un rêve n'a pas une obligation d'être logique. Et ça, Gondry va l'assumer tout de suite en faisant par exemple disparaître Clémentine au cours de ce plan. Une disparition totalement impossible, mais qui dans un rêve fonctionne. La physique de notre monde est totalement altérée et on peut retrouver un personnage ailleurs. Et pour bien nous faire passer cet effet-là de perturbation des règles de la physique, Gondry va utiliser le plan séquence. Il va utiliser cette espèce de dichotomie entre continuité du plan et paradoxe de la physique qui font disparaître des personnages. Et ceci va évidemment accentuer cet effet de rêve. Cette étrangeté liée au rêve, Gondry va aussi la faire passer grâce à des détails. Des détails par moments à peine visibles, comme ici où il manque une jambe à Clémentine. Et par moments avec des choses évidemment plus voyantes, comme cette voiture qui tombe du ciel. Un autre effet qui peut être caractéristique des rêves, c'est ce sentiment de boucle infinie. Gondry va utiliser une astuce de caméra extrêmement simple mais redoutablement efficace pour mettre en scène cette course infinie de Joel derrière Clémentine sur le trottoir. Il va, pour tous les allers-retours de Joel, toujours utiliser le même coin de trottoir. Sauf qu'une fois sur deux, il va appliquer un effet miroir sur celui-ci. Et en utilisant ce poteau comme transition, cela va donner l'impression que Joel va d'un bout à l'autre du trottoir, mais se retrouve toujours à son point de départ. C'est une astuce très simple, mais qui fonctionne parfaitement. On se rend d'ailleurs rapidement compte de l'astuce en regardant la devanture des magasins, dont les LED sont inversées, mais ceci permet parfaitement de rendre ce côté paradoxal des allers-retours de Joel, qui finit inlassablement au même endroit. Pour que cet effet fonctionne, Gondry a eu l'idée de changer des petits détails sur la devanture des magasins à chaque passage de Joel. Des détails comme évidemment la lumière qui passe d'allumée à éteinte, ou évidemment les affiches qui sont posées sur les vitrines, ou même de carrément enlever les enseignes. Gondry a aussi une astuce pour montrer la manière dont nous gérons les souvenirs douloureux. Comme avec cette séquence où d'un coup la conversation devient vraiment douloureuse pour Joel. Et qu'est-ce qui se passe quand la conversation devient douloureuse? Et ben la lumière change. Mais c'est pas tout, le son va aussi se désynchroniser. Et le montage va utiliser des jump cuts. Là où avant on avait un souvenir harmonieux dont on a envie de se souvenir, maintenant on a quelque chose de totalement déstructuré. Comme une impossibilité en fait de faire face à ce souvenir-là. Le principe du film, c'est qu'il y a une machine qui efface les souvenirs de Joel petit à petit. Et à un moment dans le film, il prend conscience de ça et il refuse de laisser certains souvenirs se faire effacer. Il entre donc dans un état de conscience particulière. Et cet état est représenté par cette lumière ultra forte qui provient de la caméra. Cette lumière est là pour symboliser en fait la machine qui le cible pour effacer sa mémoire. C'est la même idée qu'un projecteur de Mirador qui est en train d'éclairer un évadé. À ce moment-là du film, Joel va traverser ses souvenirs dans l'espoir de trouver une cachette. Il fait donc ça alors que ses souvenirs sont en train de s'effondrer. Pour montrer ça, on va voir des voitures tomber du ciel comme on a vu précédemment, mais on va aussi voir par exemple les passants disparaître. Petit à petit, on perd les informations contenues dans ses souvenirs, et donc on les oublie. Ceci a lieu jusqu'à ce qu'il trouve un endroit où se cacher.
un souvenir de son enfance. Pour faire la transition entre un souvenir de Joël vécu avec Clémentine et un souvenir de son enfance, Michel Gondry va utiliser un effet pratique. Le souvenir de Joël enfant est un souvenir pluvieux, et il va appliquer cette pluie de manière littérale au souvenir de Joël avec Clémentine. Il va donc se mettre à pleuvoir dans l'appartement. Cette pluie va servir de pont symbolique entre les souvenirs actuels de Joël et ses souvenirs d'enfance, jusqu'à ce qu'il se retrouve de nouveau en enfance. On a donc cette séquence où Joël enfant est toujours interprété par Jim Carrey, se cache sous la table de sa cuisine. Et pour réaliser cette séquence, Michel Gondry n'a pas utilisé d'effet numérique. Il a donc tout d'abord construit un décor plus grand pour faire croire que Jim Carrey a la taille d'un enfant, mais pour les plans qui vont mélanger à la fois Joël et les adultes dans la pièce, Michel Gondry en fait utilise un effet optique. Dans ce plan en fait Jim Carrey est beaucoup plus loin qu'il n'y paraît et surtout le décor est dans une espèce de perspective particulière pour justement créer cette illusion. Pour le coup c'est une vraie marque de fabrique de Michel Gondry qui aime énormément ses effets pratiques. On va retrouver ce type d'effet dans beaucoup de ses films et c'est en grande partie ce qui font leur charme, mais dans le cas d'Eternal Sunshine c'est bien plus important que ça et je vais vous l'expliquer un peu plus tard. On va retrouver donc cet attachement pour les effets physiques dans beaucoup d'autres séquences, notamment pour la séquence du bain qui revient un peu plus tard, où un vrai robinet à la taille d'une baignoire ont été construits pour le tournage de ce plan. Mais une des grandes forces de Gondry sur ce film, c'est d'avoir réussi à combiner cet amour pour les effets physiques avec une ingéniosité pour créer des transitions qui justement font parfaitement passer ce sentiment de rêve. Joël dans le film va souvent passer d'un décor à un autre au sein d'un même plan. Un des premiers gros signes de rêve dans le film se situe dans cette transition entre une bibliothèque et l'appartement du couple d'amis de Joël. Une transition qui marque donc l'effacement du souvenir de la bibliothèque pour Joël avec l'extinction des lumières derrière lui, mais surtout une transition qui est faite en réel, parce qu'une partie du décor de l'appartement des amis de Joël a vraiment été construite au bout de la bibliothèque pour pouvoir effectuer cette transition, permettant donc de passer d'une scène à l'autre pour le coup sans aucune transition. Exactement comme dans un rêve. D'ailleurs c'est plutôt rigolo de jouer au jeu des 7 avec ces deux plans de la même scène. Sur ce fond, on est dans le décor de la bibliothèque, et sur ce fond-là, on est dans le décor de l'appartement. C'est deux fois le même décor, mais dans deux lieux de tournage différents. Et des astuces comme ça, Gondry en a encore pas mal. Comme ici, par exemple, où donc Joël et Clémentine courent dans une bibliothèque. Encore une bibliothèque, je sais. D'ailleurs, c'est la même, mais on est bien plus loin dans l'histoire. Et soudainement, en fait, ils se retrouvent dans la rue. La transition se fait grâce à ce plan-là. Dans ce deuxième plan, Gondry a tout simplement installé des étagères de bibliothèque dans la rue, donnant l'illusion quelques secondes d'être toujours dans la bibliothèque pour finalement continuer et se retrouver directement dans la rue. C'est une astuce très simple, mais qui fonctionne parfaitement. Pour effectuer ces transitions, il va aussi utiliser par exemple la lumière, comme sur cette séquence qui commence donc dans la chambre de Joël adolescent, et où soudain, sur le plan serré, l'éclairage va changer. Et ce changement d'éclairage va permettre la transition de la chambre à une plage. Et ce qui est intéressant, c'est que Michel Gondry ne fait pas un refus total des effets numériques. Il va les utiliser vraiment avec parcimonie, mais quand il les utilise, c'est justement pour montrer quelque chose d'assez impactant. La plus grosse utilisation d'effets numériques dans le film, c'est au moment où cette maison s'effondre. Et l'effondrement de cette maison, c'est pas rien, c'est finalement un peu le climax du film. C'est symboliquement l'effondrement total de la relation entre Joël et Clémentine. C'est leur premier souvenir commun qui est en train d'être effacé, et donc une fois qu'il sera effacé, leur relation amoureuse aura totalement disparu. Donc c'est important d'utiliser un plan impressionnant, symbolique, qui arrive à représenter cet effondrement. Et c'est pour ça que l'effondrement de cette maison est fait en image de synthèse, et c'est vraiment convaincant. Mais il ne se contente pas que de ça. Il prend vraiment soin aussi de combiner cet effondrement numérique avec évidemment un rappel au physique. On est rapidement dans la maison qui est en train d'être envahie de sable et d'eau, et donc fatalement ce plan-là qui était totalement numérique va être enrichi par le reste de la séquence qui pour le coup est fait avec des effets physiques. On est sur ce fameux dosage primordial entre effet numérique et effet physique. Ce fameux dosage qui, s'il est bien fait, font qu'un film ne vieillit jamais. Et c'est le cas par exemple de Jurassic Park. Les effets numériques sont utilisés avec parcimonie mais pour des plans qui vont marquer à vie, et on arrive à nous faire croire à tous ces effets numériques, grâce notamment aux dinosaures en animatronique, qui eux arrivent à être très convaincants en plan serré. Il y a une alternance parfaite qui est faite, ce qui fait que les effets fonctionnent toujours. Et justement, dans Eternal Sunshine, le fait que Michel Gondry ait à ce point-là voulu utiliser des effets physiques n'est pas anodin, et pour moi, c'est ce qui fait que le film fonctionne. Parce que Eternal Sunshine, c'est vraiment un film juste. C'est un film juste parce que son casting est parfait. Jim Carrey, il a un moment de sa carrière où il convient parfaitement au rôle de Joël Barish. Dans le film, Joël, c'est un artiste frustré qui n'arrive pas à s'extérioriser. Et pour le coup, il y a vraiment un parallèle qui se fait entre ce personnage-là et le Jim Carrey des années 2000. Un Jim Carrey qui a arrêté de faire le clown et qui essaye de faire des films plus sérieux, mais qu'on a du mal à prendre au sérieux et qui finit par se refermer sur lui-même. Et après, le reste du casting est totalement dingue quand on y pense. Il y a quand même Kate Winslet, Mark Ruffalo, Kristen Dunst, Elijah Wood. C'est vraiment pas des acteurs anodins, quoi. Ce film est juste aussi grâce à son histoire. Un mélange parfait d'une histoire d'amour universelle et d'un film de SF minimaliste. Le film est juste aussi grâce à sa narration, une narration éclatée, extrêmement ludique et stimulante, et surtout qui permet de bouleverser une formule ultra galvaudée que sont les comédies romantiques. Mais surtout, si le film est si juste, c'est par sa cohérence entre son fond et sa forme. Dans un monde où effacer une partie de sa mémoire est possible, grâce à une espèce de petite PME ultra artisanale qui fait ça chez toi en te branchant un casque avec des câbles partout, et justement conserver aussi un côté artisanal dans la mise en scène de ce processus d'effacement de mémoire, ça rend le film ultra cohérent. Dans le film, on a l'impression que ce sont des gens qui bricolent pour effacer la mémoire, et justement, pour nous montrer ça, on a un réalisateur qui bricole pour nous montrer comment la mémoire s'efface. Ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'est quelque chose d'ultra important. Ça montre que le projet a une vraie unité, une vraie harmonie. Et tout ça, ça fait que la réalité et les souvenirs rêvés
se répondent dans une proposition de pur cinéma. Si vous êtes du genre fleur bleue, je vous invite à découvrir cette vidéo sur Marilyn Monroe où j'essaie de comprendre comment elle est devenue le sex symbole qu'elle est aujourd'hui. Et c'est aussi une analyse de mise en scène, donc ça devrait vous plaire. Et évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, vous savez que c'est important sur YouTube, et n'hésitez pas non plus à la partager sur les différents réseaux sociaux, c'est ça qui aide à faire sortir une vidéo du tas en ce moment, si elle vous a plu plus qu'une autre. Et j'ai plus rien d'autre à dire, donc merci d'avoir été là, et d'ici la prochaine, bonne toile!